Je vais assurer le 6 juillet la présidence du Mercosur. Mon mandat sera de 6 mois et je suis certain que nous allons conclure cet accord. Deuxièmement, Ursula von der Leyen, qui est la responsable de ces négociations, a une procuration pour que la Commission signe l'accord. Par conséquent, ce n'est pas un pays à lui seul qui va refuser l'accord. Ce que j'ai dit au président Macron hier, c'est que nos divergences sont minimes, elles sont très petites. Et je comprends le discours ainsi que la défense des intérêts de la France. Mais c'est aussi important de dire que le Brésil n'a créé aucun problème pour le vin, pour le champagne ou les produits laitiers français. C'est une démonstration que si on se met ensemble et que l'on regarde les intérêts ainsi que la représentation des petits producteurs brésiliens et français, je pense que l'on pourra conclure l'accord. Je veux profiter de cet entretien pour dire au peuple français, en vous regardant dans les yeux, cet accord est bon pour la France, il est bon pour le Brésil, pour les agriculteurs français et pour les agriculteurs brésiliens. Il est bon pour tout le monde. Mais l'UE et le Mercosur représentent 750 millions d'habitants et un PIB de 22 000 milliards de dollars. Mais attendez, Président Lula, ça veut dire que vous pouvez signer l'accord avec Madame von der Leyen, même si la France n'est pas d'accord à la fin? Je pense que c'est possible, mais je ne veux pas de cela. Je ne veux pas cela. Je veux faire en sorte que la France aussi soit embarquée dans cet accord. Et ce n'est possible que si les parties prenantes s'asseyent à la table des discussions et comprennent leurs divergences. Qu'est-ce qui empêche la signature de l'accord? Je pense que souvent les techniciens contribuent à l'accord, certes, mais parfois le problème n'est plus technique, mais politique. Et c'est à ce moment-là que le président Macron entre en jeu. Hier, j'ai dit une chose à Macron, que je vais vous raconter maintenant. Macron est certain que le Brésil est son meilleur allié en Amérique du Sud. Et je suis convaincu que c'est aussi mon meilleur allié en Europe. Pourquoi donc ne pas signer l'accord? Les agriculteurs français ne sont pas d'accord pour l'instant. Mais on ne doit pas convaincre les agriculteurs, on doit juste discuter avec eux, c'est tout. Je veux juste comprendre où se trouve le problème. Comment les produits brésiliens et les produits français se retrouvent en compétition et vice-versa. Nous sommes une agriculture complémentaire. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. On va s'asseoir à la table des négociations et signer cet accord. Dites donc à Macron qu'on réunisse les agriculteurs autour d'une table. Et nous allons trouver une solution. Et l'accord sera conclu. Président Lula, vous êtes témoin. Au mois de juin, l'accord sera signé entre l'UE et le Mercosur pour le bien de l'Europe et le bien du monde. Président Lula, vous avez une différence de point de vue aussi sur la guerre d'Ukraine. Vous aviez dit Zelensky est aussi responsable que Poutine. Pourquoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Au début de la guerre, il y a 3 ans, j'ai eu l'idée que quelqu'un qui ne veut pas la paix est forcément en guerre. Ça, c'est une maxime que j'ai appris avec ma maman, qui est décédée dans les années 80. Le Brésil a une position très claire par rapport à la guerre. Le Brésil a été contre l'occupation territoriale de l'Ukraine par la Russie. Ça, c'est clair. Donc j'étais contre la guerre. Le Brésil est contre la guerre. Le Brésil a travaillé pendant ces 3 ans à créer des perspectives, un point commun qui permette aux 2 belligérants de s'asseoir à la table des négociations. Et moi, je me suis rendu en Russie et j'ai discuté avec Poutine. Et je lui ai dit, Monsieur le Président Poutine,
il faut s'asseoir à la table des négociations. Je lui ai dit, il faut le faire. Parce que vous voyez, d'un côté, on a les amis européens qui discutent uniquement avec Zelensky. Et de l'autre côté, on a Trump qui discute seulement avec Poutine. Donc si vous n'arrivez pas à joindre les deux autour de la table des négociations, ça va être compliqué de trouver une solution. Nous avons créé un document entre le Brésil et la Chine. On a invité un groupe d'amis de 13 pays émergents pour s'asseoir et essayer de discuter d'un modèle de paix. Il faut commencer par un cessez-le-feu. Hier, j'ai dit à mon ami Macron qu'il fallait que l'ONU occupe de nouveau le rôle d'un organe plus politique. Gutiérrez, par exemple, il voulait se rendre en Ukraine et leur dire « Qu'est-ce que vous voulez pour mettre fin à la guerre ?» Il fait la même chose en Russie. « Qu'est-ce que vous voulez pour mettre fin à la guerre ?» Et sur cette base, il monte un groupe d'amis de pays intéressés par la paix, respectés par Poutine et par Zelensky, et ces pays vont construire une proposition d'accord de paix. Mais, président Lula, On ne peut pas rester sans discuter. pour l'instant, on est très loin de ça. Au contraire, il y a des opérations des Ukrainiens en Russie, il y a des frappes très dures des Russes contre les civils ukrainiens. Alors, est-ce que vous craignez une escalade militaire, même nucléaire? J'ai un souci avec les dépenses militaires. Je vais vous dire une chose avant de répondre à votre question. Lorsque j'ai quitté la Russie, je me suis rendu en Chine et je me suis entretenu avec Xi Jinping. Je suis revenu au Brésil en passant par Moscou. Et à l'aéroport de Moscou, j'ai appelé le président Poutine. Donc j'ai fait un appel pour qu'il se présente à Istanbul pour participer aux négociations. Pour faire passer l'idée à la communauté internationale qu'il veut la paix. Qu'il veut la paix et qu'il veut un cessez-le-feu. Il faut faire des gestes pour qu'on commence à croire que l'autre côté veut la paix. Alors attendez, Président, est-ce que le président Poutine fait une erreur, selon vous maintenant, de ne pas saisir l'occasion du cessez-le-feu? Oui, je le crois. Oui, je crois que c'est important d'avoir un cessez-le-feu, de s'asseoir à la table des négociations, parce que ce n'est qu'ainsi, ce n'est qu'à la table des négociations qu'on va trouver un accord. Théoriquement, tout le monde sait ce qui va se passer. Si tout le monde sait ce qui va se passer, c'est un secret de polichinelle. Alors pourquoi ne pas s'asseoir à la table des négociations et arrêter cette destruction? C'est ça que le Brésil revendique depuis le début. C'est pour ça que j'ai dit à Macron que c'était important que Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, puisse avoir une posture politique plus importante pour mettre les deux belligérants, les deux présidents dans une situation où il n'y a pas d'autre solution que de s'asseoir à la table des négociations. Président, vous parlez à Vladimir Poutine. Trump parle à Poutine. En Europe, beaucoup considèrent qu'il doit rester un paria. D'après vous, est-ce que Poutine doit revenir dans le jeu, par exemple être au G8? Est-ce que les Occidentaux doivent remettre Poutine dans les discussions? Poutine n'a jamais participé au G8. Il ne participe pas parce que c'est un homme qui a un arsenal militaire considérable, n'est-ce pas? Je pense même que le Brésil devrait être au G8 parce que c'est la 8e économie du monde. Vous voulez aller au G8 aussi? C'est le G9, le Brésil a été même la 6e économie du monde n'a pas été invitée. C'est un club sélectif de toute façon, des pays dominateurs. Et la Chine ne participe pas, par exemple. C'est la 2e économie du monde. Attendez, Président Lula. Est-ce que vous êtes en train de dire... Ils sont triés sur le volet. L'économie du Brésil va s'accroître. Je ne pense pas que Poutine puisse revenir. L'ONU, c'est le centre de décision accordé par les pays après la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU a eu la force de créer l'État d'Israël, par exemple. Mais aujourd'hui, elle n'a pas la force de créer un État palestinien.
Il faut changer l'ONU en une gouvernance mondiale très sérieuse. Une gouvernance mondiale qui intègre le continent africain, latino-américain, le Moyen-Orient, l'Allemagne, l'Inde, le Japon. Vous savez, il faut donner de la force pour que l'ONU et son pouvoir de décision influencent la géopolitique. Aujourd'hui, l'ONU n'est respectée par personne. Vous savez que, pour l'instant, ça n'est pas ça. Je vous ai posé la question du G8 et tout de suite, vous avez dit que d'autres pays du Sud devaient avoir leur place. Est-ce qu'on est le moment, selon vous, où l'Occident doit comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il est moins dominant qu'avant? Monsieur Darius, je vais vous dire les choses très sincèrement. Les gens doivent comprendre une chose très sérieuse. La géographie politique et économique de 2025, ce n'est plus la même que celle de 1945. Le monde a changé. Et il est normal que ce monde soit représenté politiquement. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est le G20 et les BRICS. Maintenant, la moitié des BRICS est membre du G8. Et la moitié du G20 fait partie des BRICS. Aujourd'hui, le Sud global représente plus de la moitié de la population mondiale. Elle représente 40% du PIB mondial. Il faut que les gens prennent au sérieux ces changements dans le monde économique pour réorganiser les institutions multilatérales. Elles sont la garantie du renforcement de la paix. C'est pour cela que maintenant je défends la démocratie, le multilatéralisme et le libre-échange. Si on veut faire la paix, c'est comme ça qu'il faut procéder. Président Lula, les États-Unis, la première puissance du monde, on assiste à cette chose incroyable depuis quelques heures. L'homme le plus puissant du monde, Trump, et l'homme le plus riche du monde, Musk, qui se battent comme deux adolescents dans une cour de récréation. Quelle leçon vous tirez de ça? Vous avez vu ce que j'ai dit par rapport au football de maintenant. Gouverner, ça revient au même. Oui. Vous dites que le collectif du Paris Saint-Germain a mieux marché que les grands égaux. Parce que les décisions doivent être collectives. Si Trump veut mettre fin au multilatéralisme, il ne va pas y parvenir. C'est important de savoir qu'il n'y a pas d'aboutissement pour un pays seul. Trump a été élu pour gouverner les États-Unis, point barre. Il a le droit de le faire, parce que c'est le peuple qui l'a élu. Mais personne ne l'a choisi pour être le président du monde ou être le gendarme du monde. C'est important qu'il sache qu'il faut bien respecter la souveraineté de chaque pays. Respecter le multilatéralisme qui s'est renforcé après la Deuxième Guerre mondiale et qui a gardé le monde en croissance et en développement et qui a créé l'état du bien-être social dans toute l'Europe. Mais ça veut dire quoi? Pour vous, Trump, Musk sont-ils dangereux pour l'équilibre du monde? Je pense que les décisions de Trump parfois sont... Il prend une décision, il revient en arrière. Après, il en prend une autre. Je pense qu'il n'est pas seul. Il doit savoir qu'il n'est pas seul. Aucun pays ne peut être méprisé, même s'il est petit. Tout le monde sait que lorsque le pays est important, il faut tenir compte des pays riches. Par exemple, dans le dossier climatique. Les États-Unis et les pays développés ont la responsabilité historique par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Les pays riches se sont industrialisés. Ils ont une dette et un contentieux avec la planète. Par conséquent, ils doivent mettre de l'argent pour que les pays qui ont des forêts puissent garder ces forêts intactes. L'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Congo, l'Amérique du Sud, ce sont les grandes réserves du monde. Et en dessous de chaque arbre, il y a des gens. Il y a des extracteurs de latex, il y a des travailleurs ruraux. Il y a des autochtones aussi. Et ces gens ont besoin de vivre.
Les pays riches maintenant ont une dette qui représente 1000 milliards de dollars qu'il faut mettre pour sauver la planète, éviter le réchauffement climatique et les 1,5 degrés supplémentaires. Vous avez un bon rapport personnel avec Emmanuel Macron. On vous a vu sous la tour Eiffel avec vos deux épouses. Mais politiquement, votre cœur a parlé souvent pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous espérez encore que M. Mélenchon soit président de la France la prochaine fois? Non, c'est pas vrai. J'ai été ami de Chirac. Je lui dois beaucoup. J'ai eu son soutien quand j'ai créé un programme fin 2000. C'était le premier président à me soutenir. Je suis un bon ami de Sarkozy. Je suis aussi un ami de François Hollande. Et je suis un ami d'Emmanuel Macron. Je suis aussi ami avec Mélenchon et Jospin, ainsi que Rocard auparavant. Mais la prochaine fois, ils vont être un président. Ils vont pas être tous président. Le prochain président, c'est que vous espérez, vous, qui est-il? Ce n'est pas moi qui vais élire le président. C'est le peuple français qui va décider. Je souhaite le meilleur pour la France. Mais je suis contre l'extrême droite, le négationnisme. Mais je ne souhaite pas prendre position. L'extrême droite négationniste, elle nie les institutions qui garantissent le fonctionnement de la démocratie. Isso mesmo. Je pense que les institutions qui garantissent la démocratie sont très, très importantes. Les partis politiques doivent être forts, le Congrès doit être fort, le pouvoir judiciaire doit être autonome et fort. Donc si on ne permet pas qu'il y ait un bon fonctionnement de ces institutions, la démocratie est en danger. Je veux le meilleur pour le peuple français. Un mot personnel, Président Lula. Vous incarnez une gauche ouvrière. Ça m'a toujours frappé dans votre vie, le petit doigt que vous avez perdu à la main, là, dans un accident de machine. Vous avez été ouvrier. Aujourd'hui, on dit souvent la gauche n'a plus assez cette force ouvrière. Est-ce que vous pensez ça? En Europe notamment. Oui, je pense que le monde du travail a beaucoup changé.